à toutes et à tous. Je suis Amélie Dupassage et je suis donc très heureuse d'animer cette première table ronde intitulée « Le pouvoir de sanction de l'AMF, bilan et quelle commission des sanctions pour l'AMF en 10 ans ?» Avant d'introduire cette table ronde et de présenter nos intervenants, permettez-moi de vous donner quelques indications pratiques sur le déroulement des débats. Comme les années précédentes, vous pourrez utiliser l'application Slido pour poser vos questions pendant toute la durée de nos travaux, comme cela vous est indiqué dans l'écran derrière moi. Didier Guérin, qui animera la deuxième table ronde, et moi-même assureront le relais de vos questions aux intervenants au fur et à mesure des débats, en fonction du temps dont nous disposerons. Venons-en maintenant au sujet qui nous intéresse dans le cadre de cette table ronde. Monsieur le Président Germain Clary, il y a quelques instants, l'AMF fêtera dans quelques semaines les 20 ans de son installation. À 20 ans, on est encore très jeune. À cet âge, les perspectives sont encore infinies. Mais 20 ans, c'est aussi l'âge auquel on peut commencer à regarder en arrière et dresser un premier bilan de sa vie. Tel est bien l'objet de cette première table ronde cet après-midi. Nous allons nous interroger sur le bilan et les perspectives du pouvoir de sanction de l'AMF. Nous allons nous pencher sur les évolutions de la procédure et le fonctionnement de la commission des sanctions et essayer d'envisager les perspectives pour les 10, voire les 20 ans à venir. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir nos intervenants. Valérie Michel Msalem, vous êtes conseillère à la Cour de cassation et membre de la commission des sanctions. Maxence Delorme, vous êtes directeur des affaires juridiques de l'AMF. Jean-Philippe Ponshenry, vous êtes avocat au barreau de Paris, associé au sein du cabinet Gide. Et Fabienne Siredi-Garnier, vous êtes vice-présidente de l'autorité de la concurrence. Merci à chacun pour votre présence. Vous l'aurez compris, le sujet qui nous intéresse cet après-midi est très vaste. Couvrir les 20 années passées et les 10, voire les 20 années à venir. Compte tenu du temps qui nous est imparti cet après-midi, nous avons décidé d'examiner l'évolution du pouvoir de sanction de l'AMF à travers 3 questions. D'abord, la question de l'efficacité de l'action répressive. L'efficacité du pouvoir de sanction s'est-elle renforcée et est-ce qu'elle poursuivra ce renforcement? Deuxième question, quelle est la place des garanties procédurales et des droits de la défense dans la procédure répressive? Quelles évolutions ont eu lieu et quelles évolutions envisagées pour l'avenir? Enfin, troisième question, nous nous interrogerons sur l'aspect pédagogique des décisions et leur accessibilité. Avant de vous donner la parole pour évoquer la question de l'efficacité du pouvoir de sanction, je vous propose de découvrir ensemble, à travers une vidéo, les grandes étapes de la procédure répressive depuis 20 ans. Voilà, donc pour initier le débat sur l'efficacité du pouvoir de sanction, je me tourne vers vous, Maxence Delorme. Quel bilan dressez-vous de l'efficacité du pouvoir de sanction depuis 20 ans? Amélie, donc l'exercice est d'autant plus ambitieux que
les sujets sont extrêmement vastes et qu'il y a une subjectivité, évidemment, dans la réflexion qu'on peut porter. Et à cet égard, la composition de notre table ronde sera probablement éclairante pour vous donner, je dirais, un panorama des visions qu'on peut avoir. En ce qui me concerne, je m'exprimerai côté AMF et pour la phase amont de la procédure, donc ce qui couvre l'enquête, le contrôle et puis l'engagement des poursuites par le collège. Je crois que ce que l'on peut dire globalement, c'est que l'évolution du cadre juridique, le renforcement des moyens humains et techniques de l'AMF, l'amélioration de son organisation et de ses procédures, et les choix de politique répressive ont conduit à accroître au fil des années, en dépit de la jeunesse de la commission des sanctions. Donc je disais, en plus j'étais dans une liste à l'après-vert, donc ce qui va être difficile pour vous de garder le fil. Je disais qu'il y a un certain nombre de paramètres qui, de mon point de vue, je crois que je les avais tous listés, ont conduit à accroître l'efficacité du pouvoir de sanction de l'AMF, en dépit du fait que, pour reprendre la date de création de la commission des sanctions, elle est encore récente. Cette évolution globalement positive s'est pourtant inscrite dans un contexte juridique et opérationnel, je dirais, complexe et délicat. Sur le plan juridique, la deuxième table ronde évoquera l'influence de la jurisprudence européenne, donc je ne reviendrai pas sur ces aspects-là, mais évidemment, ces aspects-là ont beaucoup d'impact, évidemment, en pratique. Sur le plan opérationnel, je listerai quelques-uns des grands enjeux auxquels nous avons à faire face dans la période actuelle et déjà depuis plusieurs années. Ces enjeux sont liés de manière générale, une complexification à la fois des faits que nous avons à traiter, mais aussi, et cela en découle, des investigations que nous menons. Premier élément, l'internationalisation des dossiers, qui est une source, je dirais, mécanique de ralentissement des procédures, la sophistication croissante de la finance et de ses métiers, mais aussi de ses outils. Je pense notamment au recours à des technologies toujours plus complexes. L'accélération et l'augmentation des échanges et des transactions, l'explosion du volume des données à exploiter, des dossiers dans lesquels les mises en cause se multiplient, et enfin, et c'était peut-être un sujet encore assez nouveau, le développement de réseaux d'initiés complexes aux méthodes pouvant être issues du grand banditisme. Mesurer l'efficacité de l'action de l'AMF est encore une fois particulièrement difficile. J'essaierai de procéder à l'exercice, mais avant cela, quelques-unes des initiatives qui ont été mises en œuvre par l'AMF. La liste, évidemment, n'est pas exhaustive. En matière d'enquête, je l'ai dit, renforcement des moyens humains et techniques. Je parlerai de professionnalisation, de spécialisation. Ça ne date pas d'hier, mais c'est un élément qu'il faut quand même relever. Les équipes d'enquêteurs sont des équipes très variées dans leur composition. On a des auditeurs, des spécialistes de comptabilité, des juristes, des traders, des inspecteurs des impôts, des spécialistes de communication financière, de la même façon que l'AMF leur assure une formation tout au long de l'exercice de leurs fonctions pour assurer un maintien à très haut niveau de compétences. On a aussi dans les équipes d'enquêteurs l'adjonction de spécialistes en investigation numérique qui sont notamment des aides lors des visites domiciliaires. Ce renforcement s'est accompagné aussi d'un renforcement technique par la mise en place de nouveaux outils. Je pense par exemple à une procédure digitalisée pour la collecte à distance des boîtes de messagerie professionnelle, un outil index qui est utilisé pour échanger de manière totalement dématérialisée pendant les enquêtes, ou encore, de manière beaucoup plus récente, un outil qui se nomme l'outil BAM, qui permet d'accéder au carnet d'ordre de manière directe, automatisée et transparente dans le cadre des enquêtes de manipulation de cours. En matière de contrôle, la grande innovation au cours des années passées et de la période récente, c'est la création des contrôles spot. On avait des contrôles qui étaient exclusivement répressifs jusqu'en 2017. Et en 2017, un changement de paradigme avec la création d'un volet non répressif
dans le cadre des contrôles. Ces contrôles sont donc non répressifs, ont une visée pédagogique sur des thématiques définies dans le cadre des priorités énoncées chaque année par l'AMF. La sélection des acteurs repose sur leur représentativité ainsi que sur l'intérêt de leurs activités et de leurs pratiques au regard de la thématique de supervision. Je l'indique, c'est un élément important, même si les contrôles spot ont une visée pédagogique et non strictement répressive et non répressive. C'est dire que l'appréciation de l'efficacité, elle est vue globalement et elle est vue aussi à travers, en matière de contrôle, un équilibre entre la pédagogie et le répressif à proprement parler. S'agissant de la phase de poursuite, deux types d'éléments. D'abord, un renforcement du cadre juridique de la poursuite. À cet égard, je noterai deux innovations. La première, au fil du temps, c'est l'augmentation des quantums de sanctions pécuniaires. Jusqu'en 2008, les sanctions étaient plafonnées à 1,5 million d'euros. À cette date, ils ont été rehaussés à 10 millions d'euros et en 2010 à 100 millions d'euros. Dans des affaires récentes, des montants de sanctions largement supérieurs au montant de 10 millions d'euros ont été prononcés. C'est dire que sans cette évolution de la législation, des sanctions proportionnées de montants importants n'auraient pu être prononcées. Et donc c'est évidemment un élément tout à fait important pour l'AMF. L'autre élément juridique important, c'est la création évidemment de la composition administrative. Elle a été créée en 2010, elle a été étendue en 2016. J'en donnerai quelques éléments chiffrés dans quelques instants. C'est une procédure transactionnelle qui aujourd'hui s'est bien installée dans le paysage, très utilisée et qui a beaucoup d'intérêt, des avantages en termes de rapidité, délai d'environ 6 à 8 mois pour mener à bien une composition administrative, là où une procédure de sanction post-notification de grief, c'est environ 1 an. C'est aussi une alternative dans un certain nombre de cas pour lesquels le collège estimerait qu'une procédure de sanction ne serait pas adaptée. Et l'autre grand avantage de la composition administrative, c'est la possibilité de demander aux acteurs, et notamment aux acteurs régulés, des engagements de remédiation. Et c'est évidemment un élément très structurant, engagement de remédiation dont le respect ensuite est suivi dans le temps par les grandes directions de supervision de l'AMF. Évidemment, je pense à la direction de la gestion d'actifs. Le dernier élément, toujours sur la poursuite, c'est la rationalisation de l'organisation interne. Monsieur Soulard a rendu hommage aux équipes et aux services de l'AMF. Évidemment, l'organisation interne, elle joue un rôle très important. À cet égard, en 2021, la fonction juridique de la poursuite a été concentrée au sein d'un seul service, une division de la direction des affaires juridiques, qui est en charge de la rédaction des notifications de grief, de la représentation du collège devant la commission des sanctions et de la négociation des accords de composition administrative. Et à travers cette évolution, eh bien, des gains d'efficacité peuvent être enregistrés. Voilà un panorama rapide de quelques évolutions. Je m'attelle maintenant à l'exercice le plus délicat, et j'imagine que j'ai très peu de temps pour le faire, c'est la mesure de l'efficacité. La mesure d'efficacité, j'ai essayé de réfléchir à une grille de critères. Elle est évidemment tout à fait arbitraire. Moi, je vois plutôt 5 grands critères, mais l'un ne me concerne pas, et je pense que Mme Michel Amsalem pourra en parler. C'est ensuite le taux de confirmation par la commission et par les juridictions de sanction des dossiers que le collège porte dans le cadre des procédures de sanction. Les 4 autres critères que je vois et sur lesquels je dirais quelques mots, c'est d'abord la typologie des dossiers et des poursuites, les volumes d'activité, les délais de traitement et l'impact sur les acteurs. D'abord, sur les volumes d'activité, les chiffres en matière d'enquête ont pu être assez stables au cours des dernières années. En revanche, c'est en matière de contrôle que les volumes ont beaucoup augmenté à la faveur de la création de ces fameux contrôles spot en 2017. En moyenne, une 60aine de contrôles est désormais lancée chaque année, dont les 3/4 sont des contrôles de supervision, donc des contrôles non répressifs, qui ont pour objectif d'observer les pratiques des acteurs sur des thématiques définies par avance.
Parmi cette quarantaine, 40-45 missions d'accompagnement par an, on compte 30 à 35 contrôles spot qui sont lancés sur des thèmes annoncés en début d'année par vague de 4 à 6 acteurs. Nous allons publier prochainement la 30e synthèse spot. Les contrôles répressifs, quant à eux, s'élèvent à une quinzaine chaque année. Ils portent en majorité sur les conseillers en investissement financier, mais pas que. Et le nombre de contrôles spot a donc fait progresser d'environ 35% le chiffre global des contrôles. En matière de composition administrative, depuis sa création, on enregistre plus d'une centaine d'accords qui ont été homologués par la commission des sanctions, avec un taux d'échec de 16% sur la période, ce qui est assez résiduel. L'essentiel des échecs étant des négociations qui n'ont pu aboutir. En cumulé, on a environ un peu plus de 70% de contrôles qui sont concernés par les accords de composition administrative, et donc un peu moins de 30% en matière d'enquête. Et depuis l'extension aux abus de marché, ce ratio s'est lissé, puisqu'on est aujourd'hui, dans la période récente, à environ 50% d'enquête et 50% de contrôles qui sont soumis à cette procédure. S'agissant du contenu des accords, très rapidement, le montant maximal qui a pu être négocié est de 600 000 €, pour un montant total cumulé sur la période, donc depuis 2010, de 16 millions d'euros. J'indique également que près de 9 millions d'euros ont pu être négociés au titre de l'indemnisation des clients ou du remboursement de frais. Quelques mots sur les délais de traitement. Évidemment, les délais de traitement sont un élément majeur de l'efficacité de l'action de l'AMF, au même titre que pour les autres autorités ou pour l'autorité judiciaire. Beaucoup d'efforts ont été faits en interne en termes d'organisation de process pour réduire ces délais, et ce, dans un contexte que j'ai rappelé de contraintes qui est lié au fait que des facteurs extérieurs, et notamment la complexification et l'internationalisation, sont autant de facteurs et bien évidemment d'aggravation des délais. En matière de contrôle, nos délais sont très maîtrisés, très courts. Tout contrôle confondu, la durée moyenne des contrôles s'élève à 6 mois entre l'ordre de mission et le rapport des contrôleurs, ce qui permet de facto de limiter la perturbation d'un contrôle en cours pour les acteurs, mais aussi de s'assurer, quand les décisions sont rendues, qu'elles aient un impact, puisqu'elles sont l'un des éléments pris en considération par les acteurs dans le respect de leurs obligations professionnelles. En matière d'enquête, évidemment, je l'ai dit, des contraintes extérieures font que des délais aussi brefs ne peuvent être respectés. Pour autant, nous avons fait beaucoup d'efforts en la matière. Et aujourd'hui, nous avons des délais qui sont en moyenne, avant la phase précontradictoire, de 20 mois. Nous sommes même à 16 mois à date au 1er septembre en 2023, là où nous étions à 25 mois en 2019. Troisième élément, c'est la typologie des dossiers et des poursuites. En matière d'enquête, ce qu'on peut relever, c'est une grande variété des enquêtes, et des enquêtes qui portent sur des dossiers à fort enjeu. Je prendrai quelques exemples à titre d'illustration. Des dossiers récents qui ont concerné de grands émetteurs, et plus particulièrement l'information financière de ces grands émetteurs. Je vous renvoie à une décision très récente du 7 septembre 2023. Dans un autre ordre d'idée, des dossiers qui concernent des faits transfrontaliers de manipulation de cours. Je vous renvoie à une décision de mai 2021 d'une société allemande et de son dirigeant qui ont été sanctionnés pour manipulation de cours pour l'émission depuis l'Allemagne d'ordre sur Eurex, qui est le marché réglementé allemand de produits dérivés, sur des contrats à terme ayant pour sous-jacent des obligations assimilables du Trésor français. Et puis le troisième exemple que je prendrai, je l'ai évoqué à titre liminaire, c'est ces enquêtes
qui porte sur des réseaux d'initiés. Vous le voyez, on est sur des schémas d'enquête très très différents des deux premiers exemples que j'ai donnés et qui là encore sont particulièrement challengeants pour les équipes de l'AMF puisqu'ils confrontent les enquêteurs à des populations et à des profils extrêmement différents. En matière de contrôle, donc j'ai évoqué les contrôles spots. Ce qu'on peut dire concernant les contrôles répressifs, c'est qu'ils portent sur une grande variété d'acteurs, que les différentes réglementations sont balayées. Et pour prendre un exemple récent, on a depuis quelques années beaucoup plus de poursuites en matière d'obligations professionnelles des acteurs en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, là où des poursuites en la matière étaient beaucoup plus limitées quelques années auparavant. Et puis des acteurs de taille très différente. On porte devant la commission des sanctions de petites structures, de petits conseillers en investissement financier, mais aussi de très grosses entités, notamment de très grosses sociétés de gestion de portefeuille. L'impact sur les acteurs régulés, ça sera mon dernier point et j'en aurai terminé. C'est évidemment l'exercice le plus délicat puisque il faut apprécier concrètement comment intègre la jurisprudence de la commission des sanctions et les accords de composition administrative les acteurs. C'est évidemment un exercice très difficile. En matière de non régulé, je pense que l'exercice est particulièrement délicat. Il l'est un peu moins pour les acteurs régulés. Ce que l'on constate, c'est que, et ce que l'on voit au quotidien, c'est que le caractère pédagogique fonctionne auprès des acteurs. On sait que les équipes de conformité et certains représentants de ces équipes sont présents aujourd'hui, dissèquent dans le détail la jurisprudence de la Commission. Donc on sait qu'il y a un impact à cet égard. J'indique également, et c'est un élément éclairant dans une certaine mesure, c'est le rapport de l'AMF de 2002 qui a fait état d'une étude de perception des parties prenantes sur l'AMF. C'est une étude très très large qui a donc été publiée à l'occasion de ce rapport. C'est une étude, et c'est intéressant, qui portait à la fois sur les régulés et sur les non régulés. Et je vous renvoie à la page 32 du rapport annuel de l'AMF, mais je vous lis ce qu'il en est indiqué sur l'action répressive. Parfois jugée comme sévère, l'AMF est néanmoins perçue comme équitable à 83%. Son action répressive apparaît utile aux professionnels. Elle leur permet de clarifier ses attentes, 81%, d'être comprise, 75%. Elle est dissuasive, 74%. Elle est efficace pour mettre fin aux mauvaises pratiques, 71%, ainsi que pour renforcer la confiance des épargnants. Et puis je terminerai par là. Le rapport indique que singulièrement, les professionnels qui ont déjà été contrôlés par l'AMF ont une meilleure perception de ces contrôles que les autres professionnels. Avant de vous passer la parole, Madame Michel M. Salem, et pour présenter le bilan côté commission des sanctions, je vous propose de regarder une très courte vidéo qui vous présente les quelques chiffres de la commission des sanctions depuis 20 ans.
Ça marche? Oui. Bonjour à tous. Alors, Maxence Delorme vient de décrire toutes les évolutions procédurales qui ont permis de renforcer au fil du temps l'efficacité de l'AMF et de la Commission des sanctions dans leur mission. Je voudrais revenir quelques instants sur quelques points essentiels qui conditionnent de façon plus générale la reconnaissance d'une autorité de sanction comme jouant pleinement son rôle et sa mission de service public, et ce à quoi elle s'applique depuis 20 ans. Une commission des sanctions efficace doit avant tout rendre des décisions justes et équilibrées. C'est évidemment sa première obligation. Juste et équilibrée pour les personnes en cause, bien sûr, mais aussi pour la sécurité des marchés, pour la confiance des épargnants et pour les victimes éventuelles dans une action ultérieure. La Commission doit donc ne jamais perdre de vue qu'elle travaille dans plusieurs dimensions et qu'elle doit rechercher à établir une proportionnalité entre tous ces intérêts parfois divergents, et c'est ce qui nous anime. Elle doit être à l'écoute aussi, et le déroulement des séances au cours desquelles un véritable dialogue peut se nouer entre les membres et les mises en cause m'apparaît fondamental. Il permet en effet l'expression des doutes et des incompréhensions de chacun, mais aussi d'apporter tous les éclaircissements nécessaires aux points d'ombre qui peuvent subsister après l'enquête, après l'instruction. Et cette évolution me semble très favorable aux droits de la défense. Elle est peut-être parfois un peu difficile pour les parties en cause et pour leurs conseils, mais c'est ainsi qu'elle doit être prise, c'est-à-dire une recherche de la vérité, une recherche de la compréhension totale du dossier et dans le souci de rendre la décision la plus juste possible. Une commission des sanctions qui se veut efficace doit aussi rendre des décisions qui, autant que faire se peut, doivent s'inscrire dans une certaine stabilité, c'est-à-dire dans une cohérence jurisprudentielle, celle du droit de l'Union, bien sûr, puisque c'est lui que nous appliquons majoritairement, mais aussi celle du droit interne. Elle doit aussi être vigilante à ce que, par ses motivations et sa cohérence, ses juridictions de contrôle, le Conseil d'État, la Cour d'appel de Paris, puis la Cour de cassation, soient à même de valider ces décisions. Comme l'a dit Jean Guéremanque tout à l'heure, les décisions de nos juridictions de recours font l'objet de toute notre attention. Enfin, elle doit rendre des décisions claires et motivées, tant pour les parties en cause que pour les lecteurs de ces décisions. Je n'y reviendrai pas puisque cela a déjà été décrit par Jean Guéremanque, mais nous avons sans cesse à soutenir l'effort pour que nos décisions, même les plus techniques, soient explicitées dans les termes les plus clairs possibles pour assurer une réelle protection des marchés et des investisseurs. Pour remplir ces objectifs, la Commission a, au fil de ces 20 années, eu les moyens de respecter ses obligations. Sa composition diversifiée lui permet de confronter l'approche du droit et celle du terrain, mais aussi de s'inscrire dans une analyse prospective. Il ne s'agit pas de rendre des décisions qui soient de pur principe. Il faut que celles-ci recherchent leur applicabilité au regard des contraintes et de la pratique. En outre, la mise en œuvre de la méthode du faisceau d'indices ne peut être équitablement mise en œuvre qu'à la condition d'un double regard, celui de l'expérience pratique et celui du droit. Ceci requiert que ses membres soient, comme c'est le cas à l'heure actuelle, tous pleinement convaincus de l'importance de leur fonction et soient aptes à la discussion et au dialogue. Elle dispose aussi, ça a été dit, de l'assistance de services performants,
d'une très grande expertise professionnelle et remarquablement investie. Et je suis heureuse à mon tour de pouvoir ici leur rendre hommage. Ainsi, vous l'avez vu, en 20 ans, la Commission des sanctions a prononcé 460 décisions, soit une moyenne de 23 décisions par an, parfois concernant des pratiques extrêmement complexes ou très sophistiquées. Elle a poursuivi 1260 personnes physiques et morales. Elle a prononcé un total de sanctions de plus de 500 millions et ce montant est en constante augmentation au fil du temps. Ces décisions ont été confirmées en moyenne sur 10 ans à 92%, si l'on se concentre bien sûr sur l'analyse du fond et que l'on écarte les réductions de sanctions, qui sont des questions qui font l'objet d'une approche moins encadrée et pour lesquelles une appréciation subjective est plus fréquente. Voilà. Merci beaucoup, Maître Ponshenry. Quel est votre point de vue sur l'efficacité du pouvoir de sanction? Merci. Écoutez, du point de vue de la défense, l'efficience de la chaîne ou de l'action répressive de l'AMF, elle se mesure aussi, et je dirais même peut-être surtout, à l'absence de sanctions, en fait, et à l'absence de poursuites. Et oui, parce que c'est évidemment aussi une des conditions qui font que lorsque des décisions de sanctions sont rendues, elles puissent être considérées comme justes et équilibrées. Alors de ce point de vue, le petit film qu'on a vu est assez rassurant, puisqu'il nous a montré que sur 1269 personnes présentées devant la commission et poursuivies devant la commission des sanctions, 936 avaient été sanctionnées, ce qui veut donc dire, par différence, qu'à peu près un quart d'entre elles, ou 25%, ont été mises hors de cause au fil du temps, ce qui est évidemment très rassurant. Et du point de vue de la poursuite et de l'usage que le collège peut faire en opportunité de la décision de ne pas poursuivre, on peut également être rassuré. J'avais fait l'exercice avant de venir de regarder les rapports annuels de l'AMF sur les dernières années, et l'on s'aperçoit qu'il y a environ, parmi les enquêtes et les contrôles qu'évoquait Maxence Delorme, un peu plus de 50% des enquêtes qui se terminent sans notification de grief et sans suite, et le pourcentage est un peu plus important des contrôles dits pourtant répressifs. Donc, on peut dire que de ce point de vue, l'action répressive de l'AMF, elle s'exerce avec clairvoyance, et c'est un premier point notable dont on peut se féliciter. Après, on a évoqué la question de la durée des procédures. Alors, la durée des procédures, c'est évidemment un enjeu pour le régulateur, absolument clé, pour que ses décisions et son action puissent être intégrées le plus rapidement possible par le marché. Mais c'est également un enjeu pour la défense et pour les mises en cause, puisque la durée des procédures, c'est aussi, elles doivent être raisonnables, c'est aussi un droit fondamental, qu'elles soient raisonnables. Et c'est vrai que c'est d'autant plus important dans des procédures de sanctions en matière de régulation financière qu'on est dans un domaine dans lequel la législation, la réglementation évolue constamment, que les pratiques de place évoluent aussi à grande vitesse, et que c'est important, lorsque les mises en cause se retrouvent devant la commission des sanctions et que leur dispositif de conformité est examiné, qu'ils ne le soient pas avec un biais rétrospectif trop important qui serait dû justement à la durée excessive de la procédure. Être jugé dans son temps, c'est aussi un élément important pour les acteurs de la place. Peut-être un dernier mot. On n'a pas eu de considération trop quantitative pour l'instant, mais il n'a échappé à personne que sur ces 20 dernières années, le montant des sanctions pécuniaires effectivement prononcées par la commission des sanctions a considérablement augmenté. D'ailleurs, en cohérence, de manière parallèle avec l'augmentation du pouvoir de sanction qui a été conféré par le législateur. Ce qu'on peut en dire, peut-être, si on fait l'exercice de regarder l'évolution des choses sur 20 ans, ou plutôt sur les 10 dernières années, où justement le pouvoir de sanction avait augmenté, était passé, comme l'a rappelé Maxence Delorme, de 1,5 million d'euros à 100 millions.
c'est que cette augmentation, elle a été finalement assez raisonnable et graduée, puisque ce n'est qu'en 2022 que finalement on tutoie à peine le plafond de sanctions susceptibles d'être prononcées par la Commission. Mais je dirais que du point de vue de la défense, le plus important, ce n'est pas tellement le montant de la sanction en tant que tel, en valeur absolue, c'est plutôt sa prévisibilité pour les acteurs. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu très particulier à la matière, ou en tout cas au système de régulation que nous connaissons, parce que en réalité, les manquements qui sont susceptibles d'être sanctionnés par la commission des sanctions ne sont pas encadrés pour chacun d'entre eux par un plafond de sanctions qui lui serait spécifique. Comme en matière pénale, vous avez à chaque infraction se rattache un plafond évidemment de sanctions et d'amendes particulier. Ce n'est pas le cas pour ce qui concerne la procédure de sanction de l'AMF, puisque le montant de sanctions est défini comme un pouvoir conféré à la Commission de prononcer des sanctions, allez, je fais simple, jusqu'à 100 millions d'euros. Et donc, évidemment, dans ce champ des possibles, qui est extrêmement large, il est assez difficile de prévoir quel type de sanction ou la gravité des manquements, distinguer les manquements véniels des manquements plus sérieux. Voilà. Et donc, la prévisibilité est un enjeu. Alors, c'est vrai qu'à la suite du rapport qui avait été émis sous la présidence de Mme Noquet en 2013, l'article L621-15 du Code monétaire et financier est venu préciser un certain nombre de critères d'individualisation de la sanction. Néanmoins, on reste un peu sur notre faim pour ce qui concerne justement l'appréciation de la gravité intrinsèque de chacun des manquements qui est susceptible d'être sanctionné. Il y a un excellent article extrêmement détaillé que je vous invite à lire, qui vient d'être publié sur le sujet au bulletin Jolie Bourse, sans vouloir faire de pub, par mon confrère Éric Dezeuse, qui plaide pour l'établissement de lignes directrices. Voilà, c'est probablement une idée à creuser, mais là j'ai l'impression que j'empiète déjà, je passe du bilan en perspective, donc je vais m'arrêter à cet instant. Fabienne Tironi-Garny, vous avez entendu donc le bilan de l'action répressive côté AMF. Quelle comparaison pouvez-vous en faire avec ce qui se passe à l'autorité de la concurrence ? Oui, merci tout d'abord à l'AMF de permettre à une représentante du collège de l'autorité. Nous sommes deux institutions qui sont à la fois évidemment proches. Nous sommes des autorités administratives indépendantes. Nous prononçons des sanctions de nature quasi pénale. Et puis nous sommes différentes aussi par notre organisation. D'abord parce que nous n'avons pas de commission des sanctions. Nous avons une séparation fonctionnelle et pas organique. Nous avons bien sûr des infractions différentes et nous avons des outils différents. Alors, si je veux dresser de manière très sommaire le bilan de l'autorité, effectivement, il peut, de la même manière que Maître Pons-Henri l'a dit, s'apprécier de manière différente selon que l'on est de côté de l'autorité ou des avocats. Je commencerai peut-être par, je n'ai pas de sondage, contrairement à l'AMF, mais par ce qui est, j'allais dire, de notoriété publique, la réputation de l'autorité de la concurrence, que l'on entend, j'allais dire, au fil des articles et au fil des colloques. Je ferai juste 2 citations. L'autorité est sans doute une des autorités les plus répressives du monde, excusez du peu, et l'autorité inflige des amendes, et les amendes en droit de la concurrence sont, toutes catégories confondues, les plus punitives de celles infligées aux entreprises. Donc, selon le côté où l'on est, on peut s'en réjouir ou le déplorer. Et je dirais que cette réputation est aggravée récemment par des réformes récentes qui ont été induites par la directive ICN+ de 2019, dont le mot-clé rejoint d'ailleurs le thème de ce premier thème de la table ronde, puisqu'il figure à son article 13. Le but de cette directive est d'assurer l'efficacité de l'action des autorités de concurrence. Et cette efficacité, cette perspective, nous a dotés de plusieurs nouveaux outils, après sa transposition en droit français, qui vont dans ce sens. J'en citerai plusieurs.
nous avons d'abord la possibilité de rejeter des affaires pour défaut de priorité. Nous n'avions pas cet équivalent de l'opportunité des poursuites, et donc qui dit rejet pour défaut de priorité permet sans doute, c'est en tout cas notre objectif, de nous concentrer sur les affaires qui nous paraissent les plus importantes. Nous avons la possibilité maintenant de nous saisir d'office, ce qui n'était pas le cas, pour prendre des mesures conservatoires qui est un outil dont nous estimons qu'il est sans doute, toujours dans le sens de cette efficacité, l'un des plus utiles. Nous avons également un communiqué sanction. Vous vous plaigniez de l'absence de ligne directrice, maître. Nous, cela fait, et je ne veux pas faire de comparaison, mais cela fait longtemps que nous nous sommes dotés de communiqués sanction, et notre dernier, de 2021, suscite à tout le moins, on va dire, quelques interrogations du côté de la défense, encore par les innovations qu'il introduit. Donc, nous avons bien sûr cette réputation, nous avons aussi, je crois, une palette d'outils qui nous permet de déployer tous les instruments, en tout cas une grande partie des instruments visant à cette efficacité. Bien sûr, les sanctions pécuniaires, avec un cadre général posé par le Code de commerce qui, facialement en tout cas, nous donne une marge de manœuvre peut-être encore plus grande que celle que vous évoquiez. Nous pouvons aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial des entreprises sanctionnées, mais bien sûr, à l'intérieur de ce cadre, nous avons les guides que sont notre communiqué sanction et bien sûr la jurisprudence de nos cours et de la Cour de justice. Nous avons les sanctions pécuniaires, mais pas que, et je ne voudrais pas qu'on jauge l'efficacité d'une autorité telles que l'autorité de la concurrence aux seules sanctions pécuniaires, car il y a parfois des sanctions qui font presque plus mal que la sanction monétaire. Par exemple, le fait de pouvoir prendre des injonctions, pouvoir important, le fait, là c'est l'autre côté, de pouvoir accepter des engagements, on reparlera des procédures négociées, et aussi des sanctions qui sont assez souvent mal perçues, je dois le dire, qui sont les sanctions ayant trait précisément à la publicité des décisions. Nous pouvons enjoindre de publier, bien sûr, nous sommes dans l'obligation de publier les décisions, mais nous pouvons aussi enjoindre des publications dans la presse, des diffusions, et ça, c'est assez douloureusement vécu, et c'est souvent un des points qui est le plus contesté d'ailleurs. Voilà, alors, pour reprendre une phrase de notre précédente présidente, Isabelle de Silva. Isabelle de Silva disait en droit de la concurrence, la flèche est acérée, mais atteint-elle sa cible ? Alors, ce serait évidemment beaucoup trop long pour moi que d'expliquer pourquoi elle ne l'atteint pas, et je voudrais évidemment vous donner quelques chiffres qui ne valent évidemment que dans l'absolu, mais qui ne sont pas inintéressants à mon avis. D'abord, peut-être, nous sommes 200 à l'autorité, 93 s'occupent plus précisément des investigations. Notre moyenne annuelle de sanctions prononcées, je dis bien prononcées, car après contrôle par les cours, c'est parfois autre chose, on en parlera peut-être après. Notre moyenne annuelle s'élève à 712 millions d'euros environ. En 2022, nous sommes plutôt à un étiage bas, puisque nous n'avons, je mets des guillemets, prononcé que 468 millions d'euros d'amende. Pour un budget, je le rappelle quand même, j'aime bien toujours faire ce parallèle, un budget de l'autorité de 23 millions d'euros. Donc, un étiage bas, mais quand même un rapport de 1 à 20. Je ne sais pas si c'est un critère d'efficacité, mais je crois que c'est pas mal. Un autre chiffre qui fait rêver, je dois le dire, la magistrate pénaliste que je suis d'origine, un taux de recouvrement supérieur à 90%, voire même qui frôle parfois les 100%. Voilà. Pour revenir aux 13 décisions de sanctions que nous avons prononcées l'année dernière, 13 décisions, donc 468 millions d'euros, je l'ai dit, mais une typologie qui me paraît intéressante, puisque sur ces 13 décisions, il y a 9 décisions de transaction. Et donc, cela montre la bascule qui s'opère entre procédure négociée, procédure unilatérale. On en reparlera peut-être.
Si je parle maintenant du taux de recours, alors il varie selon les années. Il est en moyenne, il se situe entre 19 et tiage bas 56%, ce qui est à cette date le record. Et en 2022, il était de 31%. Critère peut-être plus intéressant que ce taux de recours, le taux de confirmation. Et là encore, je ferai le distinguo entre la confirmation au fond partielle ou totale et bien sûr la question des amendes. La confirmation au fond, nous avons bien sûr des défaites, nous avons aussi des victoires, mais le taux est élevé, qu'il soit partiel ou total, puisqu'il fluctue entre 77 et 100%. Peut-être juste pour terminer sur ces quelques éléments, je suis aussi évidemment, en tant que membre de l'autorité, très attaché à deux aspects qui participent de l'efficacité de la décision. Notre stock de décision, stock que nous nous évertuons, c'est un peu un running gag de chacun de nos rapports annuels. Nous nous efforçons de le diminuer. Il diminue, mais sans doute pas assez vite à notre goût. Et bien sûr, corollaire, la durée des procédures qui reste trop longue, qui diminue, mais qui reste un vrai souci pour nous. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur l'action de l'autorité et sur son éventuelle efficacité. Merci beaucoup. Alors, nous avons passé beaucoup de temps sur la partie bilan de cette première question, l'efficacité du pouvoir de sanction. Nous allons désormais passer aux perspectives et je vous demanderai d'être un peu plus rapide sur cette partie-là. Et j'en profite pour poser deux questions qui nous sont arrivées et auxquelles vous pourrez sans doute répondre dans le cadre de vos interventions. La commission des sanctions a-t-elle été saisie à propos de manquements concernant des obligations relatives à l'investissement durable? Et en rebond à ce que vous indiquiez, est-ce que des réflexions existent en termes de grille de sanctions à l'AMF? Je laisse la parole à Maxence Delorme. Oui, alors je vais être très, très bref pour rattraper le temps que j'ai consommé. Et mon premier point, j'évoquerai deux points et le premier répondra à la première question. Donc voilà. Le premier sujet, c'est le champ de l'action répressive de l'AMF. Le second, ce sont les outils. D'abord, sur le champ, il est bien évident que les nouveaux enjeux de la finance, je pense en particulier à la finance durable, et donc ça répondra à la question, ont vocation à être couverts par les procédures répressives et non répressives, au sens large, telles que je les ai décrites dans mon propos tout à l'heure. Et à cet égard, les réglementations les plus récentes n'échappent pas au périmètre des thématiques qui pourraient faire l'objet de telles actions, même si l'approche privilégiée à ce stade, et je répondrai en creux à la question, c'est l'accompagnement et la pédagogie. Je vous renvoie à cet égard à la synthèse des contrôles spot sur le respect des engagements extra-financiers contractuels des sociétés de gestion de portefeuille qui a été publié en juin dernier. Le deuxième point que je voudrais évoquer, ce sont les outils. L'AMF appelle de ses voeux à un renforcement de ses pouvoirs de poursuite. Pour ceux qui connaissent la matière pénale, on sait que le procureur de la République a toute une série de possibilités d'action pour adapter au mieux la réponse pénale qui est faite aux faits, aux personnes et aux enjeux. Il en va de même de l'AMF, c'est une construction beaucoup plus récente, on l'a dit, et à cet égard, il est normal que la législation évolue, et il faut qu'elle évolue encore. Et de ce point de vue, nous souhaitons et nous portons le projet d'une transaction simplifiée qui se positionnerait entre la lettre d'observation, qui est une lettre des services adressée à l'issue de procédures, et la composition administrative que j'ai évoquée, une transaction simplifiée qui aurait en particulier comme focus des manquements déclaratifs qui, compte tenu de leur faible gravité, en règle générale, ne donnent pas lieu à des poursuites, y compris en composition administrative. Il pourrait s'agir d'une procédure très légère
à la main des services, donnant lieu au versement de sommes assez modestes au Trésor public et qui seraient validées par le collège de l'AMF. Je laisse la parole à Fabienne Siré-Desgarnier pour les aspects de perspective sur l'efficacité. Alors, les perspectives sur l'efficacité, je vais essayer de trier. D'abord, je dirais, pour nous, il y a un enjeu important, qui est d'adapter nos recrutements à l'évolution du droit, et notamment, j'allais dire, à l'immixtion, voire plus que ça, du numérique, et donc recruter des talents, notamment en matière de numérique et de data scientist, est une vraie préoccupation pour nous. Une autre priorité et une autre perspective, c'est d'assurer le suivi de nos décisions. Je vous ai parlé de taux de recouvrement, mais l'intérêt d'une sanction ou l'intérêt d'une mesure, c'est que l'entreprise ne recommence pas. Et donc, nous sommes extrêmement vigilants, et nous continuerons à l'être, sur le suivi de nos décisions. Et par exemple, je donne un exemple, nous sanctionnons extrêmement sévèrement le non-respect des engagements. Je vous ai dit que nous avions des procédures négociées. Eh bien, ces procédures négociées, quand elles ne sont pas suivies des faits, je pense à l'affaire Google droit voisin, nous avons sanctionné ce non-respect par une amende de 500 millions d'euros. Suivi qui s'opère aussi par une sanction accrue quand il y a réitération. La deuxième perspective, peut-être, c'est une interrogation sur la jurisprudence. Alors, non pas, bien sûr, et je ne le ferai pas en toute hypothèse devant mes juridictions de contrôle, dont certains représentants sont dans la salle, mais on entend souvent dire, et je voudrais m'élever en faux contre ces déclarations, que les juridictions seraient des chambres d'enregistrement, un tampon posé sur les décisions de l'autorité. Et là, c'est là où je dis qu'il ne faut pas confondre le taux de confirmation, qui peut paraître parfois élevé, au fond, je l'ai dit, à la jurisprudence sur le montant des amendes. Il suffit de regarder les 12 décisions qui ont été rendues par la Cour d'appel ces 3 dernières années. Sur ces 12 arrêts, 7 ont diminué, parfois très sensiblement, sans que cela soit nécessairement corrélé à une infirmation partielle, le montant des amendes. Et donc, là aussi, pour nous, et je ne le poserai que sous cette forme, se pose la question que vous avez évoquée de la prévisibilité en matière de montant d'amende. Et autre préoccupation de nature jurisprudentielle, en tout cas en matière de recours, c'est la multiplication. Là, on est en procédure, des recours autonomes. Je parlais des délais trop longs. Nous avons une multiplication, c'est comme ça, hein, c'est les décisions de nos cours, des recours autonomes en matière, bien sûr, d'opérations de visite et de saisie, en matière de secret des affaires, en matière de communication, et tout ceci ne peut que ralentir encore un processus déjà trop long. Et pour terminer, un petit focus sur 2 points qui sont des perspectives que je laisse totalement ouvertes. Quid des sanctions aux personnes physiques? Nous ne sanctionnons de manière administrative que les personnes morales. Le pénal peut sanctionner les personnes physiques, mais ne le fait que très rarement et très souvent quand il y a d'autres infractions qui sont en jeu. Et donc, la question se pose de savoir si, à l'instar, par exemple, de l'autorité allemande, qui peut prononcer des interdictions de gérer, ce que nous ne pouvons pas faire, est-ce que nous devrions nous engouffrer dans cette brèche? Et je termine par la question du pénal. La question du pénal a une acuité extrêmement importante, puisque certains d'entre vous le savent peut-être, le parquet national financier, j'allais dire, a décidé très clairement de s'engouffrer dans la brèche du droit de la concurrence et en tout cas d'en faire un de ses objectifs. Et donc se poseront des questions évidemment et des questions de non bis in idem, mais je laisse ça à d'autres réflexions. Merci. Merci beaucoup. Valérie Michel Msalem, vous avez entendu donc le point de vue de la poursuite sur les perspectives ainsi que le point de vue de l'autorité de la concurrence. Quelle perspective peut-on imaginer pour la commission des sanctions? Merci.
La commission des sanctions n'a pas développé encore d'outils aussi sophistiqués que l'autorité de la concurrence en matière d'engagement, par exemple. Nous avons donc la composition administrative et à terme la transaction simplifiée. Et elle est pour l'instant, elle se limite pour l'instant à des procédures classiques de sanctions. S'agissant des sanctions, la commission a, au fil des années, entendu le signal donné par le législateur du prix qu'il attachait à ce que des sanctions plus élevées soient prononcées et a donc, par voie de conséquence, prononcé des sanctions plus sévères, mais toujours dans le cadre du principe de proportionnalité. Je note d'ailleurs que même si les deux autorités ne sanctionnent pas les mêmes pratiques ni les mêmes personnes, l'autorité, en un an, a prononcé des sanctions d'un montant plus élevé que la commission des sanctions en 20. Pour ce qui concerne le principe de proportionnalité, quel que soit le degré du plafond, la Commission reste dans son application dans le cadre des critères énumérés à l'article L621-15 du Code monétaire et financier, qui ont été enrichis par la réforme de 2015, inspirée par le riche rapport rendu en 2013 par le groupe de travail présidé par Madame Claude Noquet. Alors bien sûr, l'efficacité d'une autorité ne se mesure pas au montant des sanctions prononcées, mais on ne peut quand même nier l'intérêt de l'opinion pour les montants élevés, ni qu'un montant élevé encouru puisse être dissuasif. Là aussi, l'aspect psychologique n'est pas négligeable. Bien sûr, nous avons réfléchi comme à l'adoption d'une grille d'analyse des sanctions, comme l'avait fait l'autorité de la concurrence. Et j'ai eu moi-même à beaucoup pratiquer ce communiqué. Alors, c'est un système extrêmement intéressant et pratique parce qu'il instaure une méthode de calcul objective avec des stades de raisonnement. Il favorise le prononcé de montants élevés de sanctions, puisqu'une fois que les montants sont fixés, on ne peut pas revenir en arrière, sauf à faire ensuite une réduction. Et il a le grand avantage, effectivement, c'est que la personne sanctionnée, mais aussi le juge de contrôle, peut comprendre comment on est arrivé au montant de la sanction. Cependant, ce procédé a l'inconvénient de développer ce que la professeure Laurence Sido désigne sous le terme d'amendologie, c'est-à-dire des contestations point par point sur chaque élément de calcul, comme on effeuille un artichaut, ce qui prend énormément de temps et est sujet à beaucoup de contestations. Il me semble finalement, pour l'avoir pratiqué comme juge de contrôle, qu'il nuit probablement à une certaine clémence du juge, pris au sens large du terme, et à une certaine liberté dans l'appréciation de la sanction. Et c'est pour ces raisons que pour l'instant, l'AMF et la commission des sanctions ont renoncé à une telle grille. Cependant, les sanctions ne sont absolument pas prononcées de façon arbitraire. Elles s'inscrivent souvent et toujours dans l'étude des précédents et dans l'appréciation des critères qui sont énoncés par l'article L621-15 du Code monétaire et financier.
Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que le principe de proportionnalité et la prise en compte d'éléments factuels empêchent en réalité toute comparaison brute et nécessite en général un examen très affiné. Dans le cadre des perspectives, il me semble qu'il pourrait être aussi envisagé que la commission des sanctions puisse prononcer des mesures de remédiation qui auraient l'intérêt de s'inscrire dans le cadre d'une sanction et comporteraient un aspect obligatoire peut-être plus important. Il ne s'agirait bien sûr pas de se substituer à l'AMF dans sa fonction de régulateur, mais sur sa proposition éventuellement de remédier peut-être plus efficacement et plus finement que le fait la seule interdiction d'exercer à des comportements individuels. Ces mesures pourraient d'ailleurs être accompagnées de contrôles et d'une procédure particulière en cas de non-exécution des mesures prononcées. Par ailleurs, de dessous mon autre casquette, il me semble utile de signaler aux personnes qui sont dans la salle que les actions en réparation constituent un outil de dissuasion extrêmement crédible et efficace, si je peux en juger au regard de ce qui se passe en droit de la concurrence, au comportement déviant. En effet, il faut prendre conscience du montant extrêmement élevé des dommages et intérêts qui peuvent être prononcés et surtout des mécanismes d'actualisation des dommages qui, lorsque les dommages et intérêts sont réclamés plusieurs années ou sont prononcés plusieurs années après qu'une sanction soit intervenue, font monter les montants de façon extrêmement importante. Il convient d'y prendre garde. Alors, quelles autres évolutions la commission des sanctions pourrait-elle envisager ? Bien entendu, elle est soucieuse des délais de traitement. Et nous avons terminé la phase de décision sur des dossiers qui avaient fait l'objet d'une enquête dans le cadre de la pandémie. Donc, nous espérons beaucoup nous améliorer sur ce point, sous la réserve, bien sûr, de la complexité des dossiers qui nous sont adressés, qui sont en général, qui concernent beaucoup de participants et qui ont des pratiques extrêmement sophistiquées et complexes. Pour que l'instruction soit de qualité, il faut aussi un peu de temps. Sur les pouvoirs du rapporteur aussi, nous pourrions peut-être envisager des auditions par visioconférence, qui sont d'ailleurs parfois demandées par certains mis en cause, mais j'en parlerai sûrement tout à l'heure. Enfin, il me semble qu'il pourrait être envisagé que soit admis un mode de notification des rapports par envoi électronique, ce qui éviterait souvent bien des pertes de temps, mais qui est compliqué à mettre en œuvre lorsque les personnes ne sont pas représentées par un avocat. Et j'en ai terminé pour mes propositions. Merci beaucoup. Maître Pons-Henri, est-ce que vous voulez réagir à ces perspectives qui ont été développées ? Volontiers. Volontiers, et c'est vrai que pour les 10 ans qui viennent, je crois que c'est l'échéance qu'on s'est fixée, on peut déjà commencer à se dire qu'on pourrait essayer de tirer encore le meilleur des outils qui existent. Alors on a évoqué, et peut-être en dire quelques mots, la composition administrative, qui est évidemment un outil extrêmement précieux. On l'a dit pour ce qui est de la poursuite, c'est vrai aussi pour les personnes concernées. Elle permet une clôture rapide des procédures, de les mettre derrière soi sans sanction, et avec l'intérêt majeur par rapport à une procédure de sanction de ne pas résumer le débat évidemment à un montant à payer ou une sanction disciplinaire puisqu'il n'y en a pas, mais de se projeter vers l'avenir avec des engagements de remédiation. Donc l'outil est évidemment très intéressant et précieux, mais là où on n'a pas encore exploité toutes les facettes,
c'est que les compositions administratives sont aujourd'hui systématiquement publiées sous forme nominative sur le site internet de l'AMF. Or, ce n'est pas une obligation légale, en tout cas, certains pensent que ce n'est pas le cas. Et il y a un monde entre l'obligation qui est faite de rendre publique une composition administrative négociée et le fait de la publier sur le site internet de l'AMF. Pourquoi je dis ça ? Parce que, évidemment, l'outil aurait encore plus d'attrait si, dans certains cas, notamment concernant des personnes physiques dont on a considéré que leur comportement n'était pas à ce point grave qu'ils méritent d'aller en première intention, en tout cas devant la commission des sanctions, ça pourrait permettre à ces personnes physiques d'accepter encore plus facilement peut-être la mesure qui leur serait proposée et d'éviter une stigmatisation qui ne serait pas nécessaire. Deuxième outil dont on a parlé, c'est le contrôle spot. Et je voudrais également en dire quelques mots parce que, en fait, c'est un instrument absolument clé de régulation dont il serait bon d'accroître encore l'usage et de le systématiser. Je disais tout à l'heure, je parlais de la problématique de la prévisibilité des sanctions du point de vue de leur quantum. Il y a aussi une question qui se pose qui est la prévisibilité de l'interprétation de la règle. Et c'est vrai qu'on évolue dans un domaine où, parler d'une réglementation extrêmement changeante, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'elle brille systématiquement par sa clarté ou sa limpidité. Et donc, évidemment, il y a des incertitudes sur l'interprétation à donner au règlement européen auquel nous sommes confrontés régulièrement, plusieurs fois par an. Et il y aurait une vraie vertu, en fait, dans l'organisation de la chaîne répressive, à ce que de manière un peu systématique, sur les nouveaux textes, on commence par une phase que permet le contrôle spot d'identification des bonnes et des mauvaises pratiques, de la compatibilité, effectivement, des réglementations qui sont adoptées avec les contraintes pratiques et opérationnelles des établissements, pour, après avoir fait cette synthèse, l'avoir publiée, l'avoir communiquée aux acteurs, passer et ne passer que dans un second temps à une phase répressive, évidemment, une fois qu'une interprétation commune, claire et prévisible a été dégagée. Donc, le contrôle spot, oui, encore plus de contrôle spot, ce serait mieux. D'ailleurs, j'ajoute qu'on pourrait étendre l'utilisation de cet outil à d'autres problématiques que celles qui touchent les obligations professionnelles des établissements régulés, mais il y a des problématiques émetteurs en matière d'information financière ou demain extra-financière qui pourraient justifier le même type de mesures et d'analyse. Peut-être un dernier petit mot, et là pour se placer vraiment dans un continuum de 30 ans, des 20 dernières années et des 10 prochaines, c'est une question serpent de mer, qui est celle de la dualité des juridictions de recours. Puisque, comme vous le savez, nous avons une commission des sanctions dont les décisions sont examinées alternativement par le Conseil d'État ou par la Cour d'appel de Paris, puis la Cour de cassation, selon alors un critère qu'on pourrait résumer de manière générale par selon qu'on est un professionnel ou un non-professionnel. En réalité, quand on rentre dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ces règles-là, qui sont héritées de la fusion de la COB et du CMF, donc il y a 20 ans, on peut se demander effectivement si elles résisteront aux enjeux des 10 années qui viennent, parce que évidemment, elle débouche sur des incongruités lorsqu'il s'agit de saucissonner un dossier un dossier d'enquête qui regroupe des professionnels, des non-professionnels. Saucissonner ce dossier entre deux juridictions de recours, c'est évidemment pas très harmonieux. Donc, est-ce qu'il faut réexaminer les règles d'attribution pour les 10 années à venir et avoir un système de recours harmonieux ? C'est une question qui est posée. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je fais vraiment de la pub systématique au bulletin Jolie Bourse, mais néanmoins, il y a quand même un article excellent qui vient d'être publié sur le sujet par mon confrère Maxime Galland et que je vous invite à aller examiner parce que pour le coup, il fait vraiment la synthèse de la problématique sur les 20 dernières années. Merci. Alors, je vous avais annoncé en début de table ronde que nous allions évoquer 3 questions. La question de l'efficacité du pouvoir de sanction, ensuite les garanties procédurales, les droits de la défense et la pédagogie.
Malheureusement, je vois qu'il nous reste un quart d'heure pour terminer cette table ronde. Nous ne pourrons pas tout évoquer. En revanche, voilà, je vous propose pour les 15 prochaines minutes que chacun puisse s'exprimer sur les garanties procédurales et les droits de la défense en étant très synthétique, à la fois peut-être très rapidement sur les aspects de bilan et puis peut-être sur les perspectives. Donc, je vous propose, Madame Sirodé-Garnier, de commencer. C'est cruel de nous demander d'être synthétique sur une telle question, mais il y aura la seconde table ronde qui parlera, je crois, aussi de droit de la défense. Donc, premier constat, je dirais, c'est véritablement, et c'est d'une banalité affligeante, la place de plus en plus importante prise par cette question, à telle enseigne que, devant relire un projet de décision qui avait été pré-rédigé par des référendaires et ne voyant pas de parti sur les atteintes aux droits de la défense, je me suis replongée dans le dossier pour voir si c'était une omission ou si véritablement l'entreprise n'avait pas soulevé de moyens, et c'était le cas. De façon plus sérieuse, c'est effectivement une multiplication des contentieux et à tous les stades de la procédure, que ce soit les opérations de visite et de saisie, que ce soit les décisions, et ce sont des évolutions qui suscitent beaucoup d'émotions. Nous avons eu une évolution importante récemment. Nous avons deux types de procédures, pour être schématique, une procédure simplifiée où il y a un tour de contradictoire et une procédure normale où il y a 2 tours de contradictoire. Avant, quand cette procédure simplifiée était utilisée, la contrepartie était que l'amende maximale prononcée ne pouvait être que de 750 000 €. Aujourd'hui, ce plafond a disparu et donc nous pouvons utiliser cette procédure simplifiée avec un tour de contradictoire en moins et appliquer jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial. Tout ceci pour vous dire que ces questions suscitent un grand intérêt. Bon, les droits de la défense, c'est évidemment, et là encore j'enfonce des portes ouvertes, un équilibre délicat, efficacité des procédures, droits de la défense. Pour les avocats et les entreprises, ce n'est jamais assez. Je voulais quand même signaler que depuis que le pénal a fait un peu irruption dans le droit de la concurrence, étrangement, on n'a jamais autant vanté la procédure devant l'autorité de la concurrence. Mais par ailleurs, un autre point, on a peut-être aussi une vision caricaturale de la jurisprudence que l'on présente comme, là encore, extrêmement favorable aux autorités. Je peux vous assurer que ça n'est pas le cas et que le contrôle est le même, quelle que soit la partie en cause. Quelles sont les grandes évolutions, là encore, très rapidement, je voudrais me focaliser, compte tenu du temps très bref qui nous est imparti, sur les pouvoirs d'enquête. Il est indéniable pour l'autorité que les pouvoirs d'enquête se sont renforcés dans le temps. J'aurais beaucoup d'exemples à vous donner, je voudrais en donner 2. Les sanctions pour obstruction. Nous avons une politique qui consiste à sanctionner de plus en plus fréquemment tout ce qui peut être qualifié d'obstruction à l'enquête avec des amendes, là encore, significatives à la clé. Et puis, nous avons aussi les conséquences, là encore, de la directive ICN+, puisque nous avons à l'évidence des procédures qui sont simplifiées et donc plus efficaces, là encore. Certains diront moins respectueuses des droits de la défense, je ne le pense évidemment pas. Nous pouvons nous adresser à un seul JLD pour les autorisations de perquisition en différents lieux. Nous avons le droit de n'avoir plus qu'un seul OPJ. Et puis, nous avons un principe de liberté de la preuve et notamment la possibilité de pouvoir faire usage d'enregistrements dissimulés à condition que ce ne soit pas le seul élément de preuve qui, jusqu'à présent, ne nous était pas ouverte. L'évolution va aussi, je crois qu'il faut être balancé, vers une plus grande protection et il suffit de vérifier la jurisprudence, notamment sur les opérations de visite et de saisie, pour voir qu'il y a eu, à l'évidence, des avancées plus protectrices. Exemple, 2017, obligation de prévenir l'avocat dès la notification de l'ordonnance du JLD, alors que jusqu'à présent, l'autorité pouvait différer cet avertissement. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. En conclusion, je dirais que le bilan peut être effectivement toujours en demi-teinte, toujours en demi-teinte.
une critique encore assez forte des avocats et des entreprises contre certaines jurisprudences, par exemple le fait que la totalité de la procédure ne soit pas invalidée alors que certaines pièces ont été annulées. Par exemple, le fait que certaines ordonnances d'autorisation du JLD reprennent, c'est vrai, parfois mot pour mot et coquilles incluses, le projet de l'autorité. Et puis, également, autre point, l'absence de sanctions effectives, ça c'est un point que l'on relève souvent, de la violation du délai raisonnable. Je dirais que le délai raisonnable, c'est déjà un miracle quand on constate qu'il a été dépassé, et la sanction de ce dépassement peut paraître bien dérisoire pour les entreprises. Mais à ces critiques, je mettrai en parallèle plutôt une sophistication, on en a parlé tout à l'heure, toujours plus accrue des techniques de fraude, la gravité des pratiques qui sont en cause. Il y a un chiffre que je ne vous ai pas donné, mais qui est intéressant. Je vous ai parlé du chiffre des sanctions. Nous avons des calculs qui sont fondés sur les grilles OCDE et qui permettent d'estimer que, outre le montant des sanctions, l'action de l'autorité permet un gain total par les surcoûts évités à l'économie annuelle d'en moyenne environ entre 1,7 et 2 milliards d'euros. Donc on est quand même dans des enjeux importants, et il reste donc nécessaire pour l'autorité d'être dotée d'outils procéduraux qui ne soient pas autant d'entraves, et j'entends d'entraves évidemment respectueuses des droits de la défense, mais d'entraves superflues à l'efficacité de son action. Merci. Maxence Delorme, je me tourne vers vous. Donc, sur le bilan et les perspectives en ce qui concerne les garanties procédurales. Oui, je pense que ce qu'il faut retenir comme idée, c'est que depuis la création de la commission des sanctions, qui déjà était le temps 1 en termes de garantie des droits de la défense de cette évolution, puisqu'elle a permis de dissocier la poursuite d'un côté et le jugement de l'autre, eh bien, l'histoire juridique de l'AMF est marquée par des innovations, des compléments tout au long de ces 20 dernières années. Je les rappellerai simplement, ça fait écho évidemment à des éléments que je pense que vous connaissez tous, les lettres circonstanciées qui ont introduit dans la phase de contrôle et d'enquête une forme de pré-contradictoire, la charte des enquêtes et des contrôles qui viennent figer les règles du jeu et poser un certain nombre de principes et qui constituent un élément évidemment très, très important pour les personnes concernées et pour les avocats. La procédure d'aiguillage en 2016, je ne reviens pas dans le détail, je pense que tout le monde a en tête ce schéma de la procédure d'aiguillage qui fait suite à des jurisprudences en matière de non bis in idem. Et puis les actions qui sont mises en œuvre par l'AMF en matière de protection des secrets, et je pense en particulier au secret avocat-client et des modalités de tri de messagerie qui ont été mises en œuvre afin précisément de préserver ce secret. Sur les perspectives, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'évoquerai simplement un point qui est plutôt une inquiétude côté AMF, c'est le legal privilege. Comme je pense vous le savez tous, la loi de programmation de la justice a acté l'introduction en droit français d'un legal privilege. Nous avons beaucoup milité, ainsi que d'autres autorités, et notamment l'autorité de la concurrence, pour que ce legal privilege ne soit pas opposable aux autorités dotées d'un pouvoir de sanction. Concernant l'AMF plus particulièrement, nous avons fait valoir qu'il était extrêmement paradoxal sur un plan à la fois juridique et pratique de prévoir un legal privilege opposable à l'AMF, mais pas au pénal, alors que beaucoup des enquêtes en matière d'abus de marché qui sont menées par le parquet national financier devant le tribunal correctionnel de Paris sont issues d'enquêtes de l'AMF. Demain, en pratique, le parquet national financier ouvrira une information judiciaire sur la base d'une enquête
dans le cadre de laquelle les enquêteurs n'ont pu accéder à ce legal privilege. Et le juge d'instruction décidera peut-être de retourner dans les lieux dans le cadre d'une perquisition pour obtenir ce que les enquêteurs de l'AMF n'ont pas obtenu. Je vous laisse imaginer l'intérêt pour tout le monde de ce type de circonstances. Par ailleurs, le legal privilege, c'est aussi, de notre point de vue, le risque d'une boîte noire au sein des entreprises. Et donc, nous avons la crainte que demain, cette information qui est importante dans nos dossiers, eh bien, constitue une information en moins de nature à entraver la bonne conduite de nos dossiers. Merci Valérie Michel, M. Salem, votre point de vue? Alors je vais aller très très vite et c'est bien dommage parce que c'est quand même un sujet extrêmement intéressant, mais d'abord il sera abordé par la prochaine table ronde et aussi nous avons encore de nombreuses années de rencontres devant nous, donc ça pourra être un thème pour les prochaines rencontres, le prochain colloque de la commission des sanctions. La question des droits et du respect des droits, et en particulier des droits de la défense, est bien entendu cruciale et il est particulier devant l'AMF et devant la commission des sanctions qui sont nés de l'article 6 et de son respect. Et bien entendu, cet acte de naissance les oblige. Il a été aménagé devant la commission des sanctions de façon extrêmement détaillée, en ménageant des observations orales, des observations écrites à de nombreuses reprises. Et je pense que chacun peut, à l'heure actuelle, s'exprimer avant que l'on aboutisse au prononcé de la sanction. Je pourrais revenir peut-être d'un tout petit mot sur la jurisprudence sur l'atteinte irrémédiable qui sanctionne, donc, qui est le concept plutôt qui nous amène à écarter un certain nombre de griefs dans le cas d'atteintes qui auraient été faites au droit de la défense au moment de l'enquête. Bien évidemment, dans le cadre de l'enquête, on n'est pas encore accusé et donc les droits de la défense ne trouvent pas à s'exercer, mais il n'en demeure pas moins que tout ce qui peut nuire et empêcher le développement ensuite des droits de la défense est pris en compte par la commission des sanctions. Nous avons aussi en tête que l'enquête est un travail difficile qui peut se dérouler dans une atmosphère conflictuelle qui est propice à la commission d'erreurs. Celles-ci ne doivent pas porter d'atteinte ultérieure à l'exercice des droits de la défense, mais il peut y avoir, à certains moments d'une procédure, des circonstances ou même des manquements à une règle de procédure qui ne doivent pas entraîner la nullité d'une enquête ou d'un contrôle s'il n'y a pas eu une réelle atteinte au droit de se défendre. Ce concept est par ailleurs couramment utilisé en droit fiscal et en droit pénal. Par ailleurs, il nous apparaît évident qu'une réflexion sera amenée sur les données de connexion et sur les cas dans lesquels, dans le strict respect de la jurisprudence et la proportionnalité, permettrait leur recours. Il ne faut pas non plus, à l'inverse, que l'impossibilité de recours à ces données ait pour effet qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures et à des modes d'établissement de la preuve qui seraient encore plus intrusifs. Le sujet sera ultérieurement approfondi. Je remarque aussi que devant la commission des sanctions, le respect du droit des affaires, du secret des affaires est beaucoup moins invoqué qu'en matière de concurrence. Il y a pourtant de temps en temps des secrets qui pourraient être protégés de façon plus approfondie. Cependant,
qui pourrait être davantage protégé, me semble-t-il. Merci, Maître Ponshenry. Donc là, il est 16h30. Bon. Il ne faudrait pas donner l'impression qu'on bâillonne la défense. Bon, on n'a pas été très efficace, du coup, collectivement. Bon, enfin, pour finir, peut-être sur une note rapide et positive, et avant que nous allions prendre le café, il faut choisir ses combats. Je vais vous parler juste du principe de contradiction et du dialogue, en fait, parce que finalement, le dialogue ne peut pas nuire, ne peut jamais nuire entre une poursuite et une défense, parce que c'est de ce dialogue que jaillit la lumière pour la commission des sanctions, bien sûr. Donc il faut le favoriser probablement à tous les stades de la procédure AMF. Alors, on a vu des progrès pratiques au fil du temps, on a parlé de l'instauration de la lettre circonstanciée en matière d'enquête. Peut-être un petit mot sur les contrôles, et pour faire un peu de régulation comparée. C'est vrai que sur des problématiques qui sont à la fois extrêmement techniques et avec des fondements juridiques complexes et nombreux, il peut y avoir une vertu à anticiper le dialogue et la contradiction au cours de la procédure de contrôle. Je dis ça parce que la différence entre une procédure de contrôle AMF et une procédure de contrôle menée par la CPR, par exemple, c'est que dans un contrôle mené par la CPR, vous avez des phases de dialogue avec les contrôleurs sur la base d'avant-projet, même parfois de brouillons d'avant-projet de rapport avant de passer au projet de rapport et d'arriver au produit fini. C'est ce dialogue progressif qui permet finalement d'affiner les choses et d'aboutir ensuite à des observations efficaces et sans doute à des constats plus partagés. Et alors si on prend l'autre bout de la chaîne devant la commission des sanctions, là aussi on a, et c'est évidemment très bon pour permettre à la commission des sanctions de prendre des décisions éclairées depuis 2008, un représentant du collège qui soutient les griefs notifiés en séance, à l'audience. Mais en revanche, dans la phase écrite de la procédure, auparavant, malheureusement, il n'y a pas ce dialogue et ces tours de contradictoire dont je notais qu'il y avait une pratique ancienne à l'autorité de la concurrence qui en favorisait deux. Eh bien, c'est probablement quelque chose dont on pourrait s'inspirer, là aussi notamment sur les dossiers complexes et techniques, parce qu'en réalité, le rapporteur de la commission des sanctions, il se trouve parfois dans une situation extrêmement complexe, où il a une notification de grief qui lui dit blanc, un mémoire en réponse qui lui dit noir, et il ne peut pas apprécier toutes les nuances de gris qui sont absolument indispensables pour prendre exactement la mesure des comportements qu'il a jugés. Donc le dialogue, ça ne peut être qu'une bonne chose. Favorisons le contradictoire. C'est peut-être une mission qu'on peut se fixer pour les 10 années à venir. Merci beaucoup. Madame Sirdé-Gardy, vous souhaitiez réagir sur le légal privilège, peut-être juste en quelques secondes avant de terminer cette table ronde. Oui, quelques secondes, juste pour dire que nous partageons les interrogations effectivement de l'AMF. Autre temps, autre mœurs, un ministre de l'économie, il y a quelques années, disait « Je ne veux pas du légal privilège, c'est le coffre-fort des entreprises ». Ce ministre de l'économie est notre président de la République. Je constate qu'il a sans doute changé un peu d'avis sur le sujet. Plus sérieusement, pourquoi nous sommes inquiets ? Il y a des inquiétudes d'ordre juridique, mais je vous les épargne, les juridictions trancheront. Nous sommes inquiets par rapport aux modalités du nouveau dispositif et à son extrême souplesse et je dirais l'absence absolue pour nous de contrepartie tel qu'il a été mis en place. Nous confions donc, nous octroyons ce légal privilège à des personnes, pardonnez-moi, et je n'ai absolument rien contre les juristes d'entreprise, bien au contraire, mais pour les seules garanties seront d'être titulaires d'un master en droit, aucune déontologie, ce n'est pas une profession réglementée. On nous dit il y a des exemples étrangers qui montrent que ça marche. Si on creuse un peu les exemples étrangers, et notamment les États-Unis, on s'aperçoit que le légal privilège n'est absolument pas la partie de plaisir que certains se plaisent à dresser. Et enfin, là, je reprends très provisoirement ma casquette de magistrat. Un rôle du JLD, une fois de plus, Nanterre, 4 JLD, c'est là où il y a la plupart des sièges sociaux. Paris, 10 JLD, Bobigny, 5 JLD.
une charge de travail supplémentaire dans des conditions de rapidité extrêmes, un appel qui doit être tranché en 3 mois. Bref, par-delà les vraies interrogations juridiques, les vraies interrogations d'efficacité des enquêtes, nous considérons que le texte adopté est un droit qui a été octroyé sans véritable contrepartie et nous serons évidemment extrêmement vigilants au futur développement que ce nouvel article va engendrer. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est donc maintenant l'heure de la pause.